bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver sur la chaîne Basket Session pour débriefer un peu ce week-end basket. Il y avait notamment le All-Star Game en WNBA Théo, le All-Star Weekend même. On peut parler tout de suite du match avec la victoire du Team Collier contre le Team Clark. Alors il n'y a pas de Caitlin Clark, hein. On avait annoncé son forfait était blessé. Le Team Collier l'a emporté 151-136 avec justement 36 points et 9 rebonds de Nafisa Collier qui a logiquement été élu MVP à Indiana. Pas mal de moments forts, notamment en dehors du terrain, Théo, avec ce t-shirt porté par les joueuses. Payez-nous ce que vous nous devez. Voilà, on va parler du match, mais aussi de ce qui est à côté. Je te laisse la parole, Théo. Ouais, bah c'est vrai que c'était une des images fortes du week-end. Les joueuses au moment de la présentation des. Je crois que c'est au moment de la présentation. Pas au moment de la présentation des équipes, pardon, mais une fois qu'elles étaient sur le terrain, elles avaient toutes ce t-shirt à l'échauffement avec marqué Pay us what you owe us. Cette ligue, donc la WNBA, dont les joueuses sont toujours en quête de compensation financière à la hauteur de leur talent. Encore une fois, pour préciser, elles ne demandent pas de gagner les mêmes salaires que les hommes. Elle demande simplement que la part des revenus générés par la Ligue, elle demande que la même part des revenus générés par la Ligue leur soit redistribuée. On sait qu'en NBA, dans le CBA, je crois que c'est 51 ou 55% des revenus générés par... 51-49. Voilà. Voilà, 51% des revenus générés par la NBA sont répartis en salaire pour les joueurs et c'est cette chose donc, que les joueuses continuent de réclamer. Ce sont des... Bon, depuis le début, quasiment, elles n'ont pas arrêté de batailler pour que leurs droits soient reconnus, pour avoir de meilleures conditions de travail, tout simplement. Et c'était un moment assez fort, en fait, de voir qu'elles avaient choisi le All-Star Game pour faire ça, qu'il y avait solidarité, parce qu'elles ont toutes porté ce t-shirt, et un message fort qui est envoyé à un moment où la Ligue n'a jamais été aussi médiatisée, n'a jamais été aussi rentable. On voit qu'il y a des équipes d'expansion qui se créent. On voit que même les nouvelles équipes comme celle des Valkyries ont déjà, comment dire, leur valeur a déjà considérablement augmenté. Donc c'était pas neutre du tout de voir tout ça. Ouais, la valeur des franchises en WNBA augmente de plus en plus. La rentabilité, tu l'as dit, les gains, de toute façon, c'est une ligue qui va faire de plus en plus d'argent. Et ça vient des joueuses. J'avais envie de dire d'une joueuse, mais je vais élargir, je ne vais pas tout me concentrer sur Caitlin Clark. La médiatisation à la hausse de la WNBA vient d'abord des joueuses, des personnages qui se sont créés, que les gens suivent. Et c'est logique qu'il y ait une meilleure répartition des revenus. Tu as très bien fait de souligner que l'idée, c'est pas d'avoir les mêmes salaires que Stephen Curry, que LeBron James. Les joueuses WNBA ont bien conscience qu'elles n'aspirent pas à ça aujourd'hui. Par contre, elles veulent effectivement le même pourcentage des revenus et c'est normal, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, la foule les a suivis, hein, les supporters, toutes les personnes présentes, donc 16 000 personnes quand même présentes à Indiana pour le All-Star Game, au moment où Nafisa Collier reçoit son MVP de la main de la commissionnaire. Toute une partie de la salle qui scande Pay them, donc payez-les. Voilà, elles sont généralement, elles hésitent jamais à prendre position, les joueuses de WNBA, hein, bien moins frieuses frieuses, Frileuse, oui. frileuses, pardon, que les joueurs NBA sur plusieurs sujets. On les a vus depuis longtemps, depuis le Covid, assez engagées, les joueuses. Ouais, Sur le terrain. carrément. Ouais, vas-y, Pardon, Théo. non, vas-y. Non, non, j'allais partir sur le terrain, donc je te laisse réagir à ça si jamais. Non, bah c'est parfait. Bah, oui, oui. Au moment du Covid et puis même avec le mouvement Black Lives Matter, elles avaient été elles avaient bougé avant les hommes et de longue date, hein, même sur d'autres combats pour voilà comment dire de soutien aux minorités ou contre les discriminations plutôt. C'est une ligue qui a toujours été très militante effectivement, hein. Mais ouais, on peut parler du terrain. Bah, sur le terrain, il y avait une Française aussi, notamment Gabby Williams, qui a terminé avec 16 points, 5 rebonds. J'avais noté les 36 points de Nafisa Collier, qui a donc été élue MVP. Paige Bakers, rookie, était titulaire. Elle jouait son premier All-Star Game. Elle a fini avec 6 points, 8 passes. Et il y a eu quand même un triple-double aussi de Skylar Diggins. 11 points, 11 rebonds, 15 passes.
Ouais, il y a eu 3 records en fait pendant ce match. Il y a eu les 36 points de Nafissatou Collier, c'est un record pour le plus grand nombre de points marqués dans un All-Star Game. Le triple-double de Skylar Diggins, c'est le premier de l'histoire du All-Star Game et c'est 15 passes. C'est aussi un record de passes décisives sur un match. Donc voilà, c'était un match de première. Effectivement, tu fais bien de dire que Gabby Williams, pour son premier All-Star Game, s'est montré à la hauteur et était plutôt efficace. Pour parler du match, je vais faire. Alors, ça, c'est les trucs positifs. Allez, petite critique quand même. Les filles, elles ont prouvé aussi qu'elles pouvaient défendre aussi peu que les garçons sur un All-Star Game. C'était quand même. Honnêtement, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de compétitivité. Il y a il y avait un gimmick. Alors, qui explique aussi un petit peu le score fleuve et qui explique aussi en partie le record de Nafissatou Collier, c'est qu'il y avait 4 spots sur le terrain, des espèces de cercles qui étaient à peu près un peu moins d'1 mètre derrière la ligne à 3 points. Et si tu marquais un tir à 3 points à partir de ces spots, le panier valait 4 points. Et il y avait de l'argent qui était donné à des causes caritatives. Je vais faire direct le vieux. Je déteste ce principe parce que déjà que dans les All-Star Games, tout le monde essaie de tirer à 3 points. Même on a déjà vu chez les garçons des Dwight Howard ou Shaquille O'Neal en prendre. Donc là, tu sais déjà que ça va être ça. Là, c'était l'obsession de tirer à partir de ces spots-là. Alors c'était marrant sur le premier parce que c'est le premier panier du match. C'est Paige Bakers qu'on a mis un tout de suite de là. Mais derrière, c'était vraiment le concours à celui ou à celle plutôt qu'en mettrait le plus de cette distance-là. C'est bon. On sait, on va pas revenir sur le principe de All-Star Game. Mais c'est vrai que je me disais, je pense que les joueuses de WNBA ont tout intérêt à se démarquer un petit peu de ce qui peut se passer chez les garçons. Alors je ne demande pas de la presse tout terrain, hein, mais c'est jamais la question, mais rendre les matchs un peu plus compétitifs. Parce que d'un côté, tu peux dire, bon, moi, c'est impressionnant quand même quand tu vois ces athlètes de haut niveau, l'efficacité qu'ils ou qu'elles ont, si elles ne sont pas défendues, c'est un truc de malade pour tous ceux qui pensent qu'ils peuvent battre un joueur ou une joueuse professionnelle sur un concours de lancer franc ou sur un concours de tir à 3 points. Je vous le dis tout de suite, c'est faux, quoi. Si elles sont défendues ne serait-ce qu'à 50%, elles mettent dedans systématiquement, donc ça, c'est impressionnant. Mais sinon, sur l'intérêt du match, je me suis un petit peu ennuyé. Après, il y avait des trucs assez drôles, quoi. Kelsey Plum qui a fait le show, il y a quelques actions d'éclat marrantes, mais c'était. Moi, j'aime bien quand c'est un peu plus compétitif, quand même. Ouais, en fait, disons que là, vaut mieux pas suivre l'exemple des garçons et plutôt au contraire, si tu fais des All-Star Games compétitifs où ça joue vraiment, il y a moyen que ça finisse par arriver un peu en mode aux oreilles des joueurs NBA, en mode bah, au moins en WNBA, ça joue sérieusement le All-Star Game, et comme quoi il n'y a pas besoin d'éléments en plus, juste tu mets les meilleurs joueurs, les meilleures joueuses et ça joue. Et c'est vrai que là, ça peut être un bon exemple à suivre. Mais Théo, je ne vais pas te mentir, je n'y crois pas du tout. Je pense qu'à Non, l'inverse, que tu peux aller que vers plus de bon, bah, on y va tranquille. C'est aussi une ligue où il y a pas mal de blessures, il y a moins de matchs, c'est intense. J'y crois pas. Mais bon, ouais. on verra avec un peu de chance. Ouais, Juste, ouais, il y avait aussi les concours. Donc, c'est bien sûr, Sabrina Sabrina Ionescu, Ionescu. ouais, Pardon, qui a, vas-y. qui a gagné son 2e titre en 3 ans, si je me trompe pas, sur le concours de tir à 3 points. Et Ouais. sa coéquipière au Liberty, Natasha Cloud, qui a remporté le Skills Challenge. Donc, 2 joueurs de la même équipe qui remportent les 2 concours. Ouais, belle victoire pour le Liberty. En tout cas, voilà, c'est toujours les concours, c'est toujours bon à prendre. Je te propose qu'on enchaîne, qu'on revienne sur la NBA avec une signature quand même qui est tombée pendant le week-end. Marcus Smart va rejoindre les Lakers. Marcus Smart, Marcus Smart qui a été coupé par les Washington Wizards, qui derrière s'engage pour 11 millions sur 2 ans. Il y a une option, c'est un peu le même contrat que Bradley Beal finalement aux Clippers, mais Smart aux Lakers. Ce qui est intéressant, c'est que Luka Doncic a été l'un des principaux éléments pour convaincre Smart de venir à Los Angeles. Ouais, alors tu sais, quand ça a été annoncé, j'ai pas trop su quoi penser de cette signature dans un premier temps, tellement on n'a pas vu Marcus Smart jouer au basket dans des matchs qui comptent depuis 2 ans, parce qu'entre les blessures et le fait de jouer soit dans une équipe de Memphis décimée, soit aux Wizards, c'est dur de jauger son état de forme du moment. Mais je pense que s'il est vraiment en état de jouer, c'est une bonne option en fait pour les Lakers, parce que ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce qui était compliqué parfois avec Smart, c'est que c'était un meneur sans être vraiment un meneur.
Et aux Lakers, c'est parfait parce qu'en fait, ça peut quand même être un créateur ou un second créateur dans une équipe qui a de toute façon pas besoin de joueurs qui portent la balle pour créer du jeu. Il y a déjà Austin Reeves, LeBron, Luka. Donc je pense que c'est une bonne option. C'est aussi une bonne option défensive. S'il a toujours, j'imagine qu'il a pas. On faut pas s'attendre à retrouver le Marcus Smart qui avait été meilleur défenseur de l'année, mais s'il a encore suffisamment de jambes pour être une partie du joueur qu'il a été, je pense que c'est vraiment un bon deal pour lui comme pour les Lakers parce que a priori donc il a signé 1 an plus 1 an, donc lui aussi pourra être free agent l'été prochain, un été où normalement il y aura pas mal d'équipes avec de la place sous le cap pour signer des free agents et une classe de free agent plus intéressante que cet été. Donc c'est une bonne option pour lui, bonne option pour les Lakers aussi, je pense. Moi, je m'inquiète pas trop pour son état. En fait, les 2 dernières saisons, si tu veux, les joueurs comme Marcus Smart, ils sont pas faits pour jouer dans des équipes moyennes ou faibles. Y a pas, ça va pas créer en eux l'étincelle qui est nécessaire pour un gars comme Smart. Et je pense sincèrement qu'à Memphis, ça marchait pas de toute façon. Il s'est blessé et à Washington, c'était pas fait pour ça. J'imagine qu'on va revoir un Smart beaucoup plus motivé. Après, comme toi, je pense que même si le Depoy, il le prend finalement il y a seulement 3 ans, il y a quand même eu des blessures. Et ça y est, il a fêté ses 30 ans. Alors, il n'est pas vieux encore, hein, mais Marcus Smart, je pense pas qu'il soit encore l'un des 5 meilleurs défenseurs de la ligue, même motivé, même au sommet de sa forme, ça me semble impossible cette saison. Par contre, oui, un bon défenseur qui va très bien coller sur des line-up avec Austin Reeves, avec Luka Doncic évidemment, avec LeBron James. C'est un profil qui manquait en fait. Les Lakers ont ajouté les profils qui manquaient. Il leur fallait un arrière capable de défendre, un shooter, si possible un peu polyvalent pour chacun des deux, et un pivot capable d'être un rim runner et d'être athlétique, éventuellement de protéger le cercle. Pour Ayton, il y a toujours des limites pour chacun des gars qu'ils ont pris, mais que ce soit Smart, Laravia ou Ayton, je pense que ça reste quand même des bonnes recrues à bas coût. Elles sont à bas coût justement parce qu'il y a une incertitude. Laravia, c'est pas le plus confirmé des joueurs. Smart, il faut voir son état de santé, il faut voir à quel point il revient. Et même s'il est en forme, Smart, c'est pas le shooter à 3 points. Les adversaires des Lakers vont laisser Smart complètement tout seul, complètement ouvert. Ce sera à lui de mettre des tirs. On sait que c'est un joueur qui a rarement été au-dessus de 35%, hein, donc ça va être aussi une limite. Pour Ayton, il y a toujours ce qui se passe dans la tête comme limite. Donc c'est des joueurs avec des limites, mais je trouve que c'est un bon recrutement. Et je pense que dans l'ensemble, Smart sera une très bonne recrue pour Los Angeles. Ou une bonne Ouais, Smart, recrue. Smart, c'était vraiment pas sur le côté psychologique ou la motivation, c'est juste qu'il a joué 54 matchs en 2 ans, et c'est un joueur qui est pas si vieux que ça, mais qui a beaucoup, beaucoup joué quand il était à Boston, saison après saison, et qui a aussi pas mal joué blessé parfois, donc c'est vraiment, moi, ma question, c'était vraiment plus sur son état de performance, mais comme toi, c'est un bel été pour les Lakers. Ouais, il y a moyen que ce soit un joueur dont le déclin physique est plus rapide que d'autres, de par tout ce que ça signalait. C'est vrai que ça a été un joueur souvent blessé. Je pense que quand tu arrives dans un autre contexte, c'est forcément dans un autre contexte mental, donc ton corps agit différemment. Tu vois, je suis pas surpris qu'il se blesse à Memphis après 9 ans à Boston. Tu vois, le choc du trade, t'as pas envie d'y aller, tu vas entrer dans les pieds, t'es pas mis dans le bon état d'esprit. Là, ça sera le cas. Ce qui est intéressant aussi, c'est vraiment la manière dont Luka Doncic est allé le chercher, a insisté Ouais. sur le fait je veux que tu viennes jouer avec moi. Doncic qui avait déjà été très impliqué lors de la signature d'Ayton, on voit un Luka Doncic complètement au cœur du projet. C'est super rassurant pour les Lakers qui ont besoin de convaincre Doncic de rester, hein. Il a une extension à signer à la fin de la saison. Je pense que tout indique sur le fait qu'il va la signer. Et il y aurait aussi justement cette rumeur comme quoi Luka Doncic serait engagé à revenir dans la forme de sa vie. On sait qu'il va jouer l'Euro. On a bien vu qu'il y avait eu une perte de poids pendant l'été, qu'il y avait visiblement une diète différente et un régime d'entraînement différent, un régime alimentaire aussi différent. Apparemment, il est vraiment déterminé à revenir fort. Et moi, ça me laisse penser que Luka Doncic il a été piqué quand même par tout ce qui s'est dit après, non seulement par le trade, mais aussi par tout ce qu'il y a eu autour du trade, voilà, toute la manière dont il a été présenté par les Mavs dans la presse. Je pense qu'on peut s'attendre à un très très gros Luka Doncic. Alors, pas gros physiquement pour le coup, mais Attention, en faut termes de bien choisir ses performance, mots, là. un très grand Luka Doncic en termes de performance la saison prochaine. Ouais, carrément. Allez, on enchaîne avec la Summer League, vu qu'on est sur la NBA. Il y avait quand même la finale de la Summer League. Voilà, je ne sais pas si ça intéresse beaucoup de monde de savoir exactement chaque année qui gagne la Summer League, mais ce sont les Hornets. Ce qui est marrant, c'est que c'est souvent des équipes faibles
quelque part, c'est celles qui ont Les meilleurs qui, rookies. ouais, les meilleurs rookies. Mais les Kings, par exemple, ont déjà gagné 2 Summer League. Et là, les Kings étaient en finale à nouveau, leur 3e finale de Summer League. Ils ont perdu contre Sacramento, Sacramento a perdu contre Charlotte 83-78 pour les Hornets, avec 21 points de Cole Knuppel, le 4e choix de la draft, qui a été élu MVP de la Summer League. Ouais, exactement. Alors bon, déjà, c'est bien parce que Charlotte a gagné quelque chose. C'est pas tous les ans qu'ils gagnent quoi que ce soit, donc c'est plutôt, c'est toujours bon à prendre. Con Knuppel, qui a fait une bonne Summer League, hein, vraiment à la hauteur, hein, je pense, des attentes qui étaient placées en lui. Après, bon, c'est la Summer League, quoi. Tu vois, ça veut vraiment tout et rien dire. Par contre, les MVP de Summer League, c'est pas toujours insignifiant. Par contre, il y en a parfois qu'on fait des belles carrières. Ça dépend un petit peu des années. Tu vois, Cam Whitmore a toujours pas eu l'occasion, par exemple, de vraiment se montrer suffisamment pour se créer un rôle jusqu'à présent. Mais j'ai bien aimé ce qu'on a vu de Con Knuppel pendant cette Summer League. Oui, il s'était troué sur le premier match et derrière, il s'en était bien sorti. Il a mis que 5 points sur son tout premier match et après, derrière, il a 18 points de moyenne sur les 4 suivants. Il met 21 en finale avec 4 paniers à 3 points, dont certains un peu clutch. Oui, il met le panier, il met quasiment le panier de la victoire pour remettre les Hornets à +4 sur la fin du match, quoi. Il a raté un lancer qui aurait pu coûter cher, mais au final, il a été décisif, clairement. En parlant de Summer League, des nouvelles de Derrick Queen, c'est le joueur que les Pelicans avaient drafté en 13e position. Il s'est déchiré le ligament du poignet. 3 mois d'absence au minimum quand même. Donc normalement, il devrait rater le camp d'entraînement, il devrait rater la préparation. C'est déjà une mauvaise nouvelle pour les Pelicans qui ont l'habitude d'enchaîner les blessures, d'avoir une infirmerie pleine. Et ben voilà, Derrick Queen, dès l'été, il est déjà indisponible pour New Orleans. Mauvaise nouvelle quand même. Il a fait une bonne Summer League en plus, Derrick Queen. Ouais, mais je sais même plus quoi dire pour les Pelicans, franchement, parce que oui, c'est une très mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que tu vas pas pouvoir te servir du training camp pour savoir sur quel type de rotation tu vas partir, en fait. Là, tu vas partir avec une idée théorique de ce que tu vas vouloir faire. Déjà qu'on comprend pas trop, nous, où va l'équipe, qu'on comprend ni les choix, ni vraiment quel est le but. Comme tu disais un petit peu, Antoine, si le but c'était d'avoir l'équipe la plus undersized de toute la NBA à tous les postes, tu prends tu prends Fierce qui est tout petit, Derrick Queen qui a un poste 4 de taille réduite, tu prends Kevon Looney à la free agency qui est lui aussi un pivot de taille réduite. Je comprends pas ce qui se passe pour les Pelicans, c'est pas de bon augure, c'est tout ce que je sais. Bon, je pense qu'on pourra faire une belle présentation de New Orleans au moment du coup d'envoi de la saison quand on se penchera un petit peu sur toutes les équipes. Ouais. Et enfin, je te propose qu'on termine avec l'Euro U20 et l'équipe de France qui allait chercher une médaille, Théo. L'équipe de France qui s'est imposée contre la Serbie 73-62, médaille de bronze pour les jeunes Français, moins de 20 ans du coup, sur cet Eurobasket. Ouais, les champions en titre, on avait parlé de leur qualification in extremis pour la demi-finale face à la Grèce, ça avait été très chaud. Finalement, ils ont chuté face à la Lituanie en demi-finale, mais ils se sont bien repris en battant la Serbie sur le match pour la 3e place. C'est un match qui était accroché en début de partie et il y a un moment où l'équipe de France a réussi à à accélérer derrière la Serbie, a vraiment jamais pu raccrocher les wagons. Au bout du compte, c'est l'Italie qui termine championne d'Europe et ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas gagné. Si je ne me trompe pas, je crois que ça faisait 12 ans qu'ils n'avaient pas remporté un titre, tout simplement l'équipe d'Italie. L'Italie qui était une grande nation du basket des années 80, 90, début des années 2000, il y avait quand même un grand trou. Et là, finalement, ils font champion d'Europe en U20. Ils font aussi une médaille de bronze à l'Eurobasket féminin. Donc j'ai l'impression que les choses repartent un petit peu pour l'Italie et on peut noter quand même logiquement c'est un joueur italien qui a été nommé MVP du tournoi, c'est Francesco Ferrari, et dans le 5 de la compétition on retrouvait aussi Mantas Juzenas de la Lituanie qui avait été très fort face à la France notamment sur le match de demi-finale, Pavle Nikolic de la Serbie, Alexandros Samodurov de la Grèce et le français Roman Domon qui portera la saison prochaine les couleurs de Murray State en NCAA. Francesco Ferrari, c'est un vrai nom de superstar, je tiens à le dire au passage. C'est vrai, ça pèse.
Et du côté de la France, il y a eu sur ce match-là, il y a eu 14 points d'Amael Le Temps qui lui aussi jouera en NCAA la saison prochaine à Dayton. Il faudra peut-être qu'un jour on parle de tout ça, de l'exil des meilleurs joueurs français en NCAA. Il y avait aussi 15 points et 7 rebonds de Petar Mastorovic, d'origine serbe, qui a des origines serbes, qui jouait pour la France et qui lui joue en Alsace, en l'entente entre Soufel, Grise, donc l'Alliance sportive Alsace. Voilà. Toujours un petit big up aux Alsaciens. Mais du coup, la France en bronze après 2 médailles d'or, bon, ça, c'est toujours une médaille de prise. On va avoir le même genre de discours que la Fédé. C'est une médaille. Oui, bah oui. Mais tu as raison de le souligner pour l'Italie. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu l'Italie au premier plan en Europe. Je suis même pas sûr qu'ils soient présents à l'Eurobasket. Là, j'ai un doute. Ils sont peut-être dans la. Il y a quand même une liste élargie. Il y a eu des qualifications élargies, mais là, faudrait que je vérifie ça. On parlera de toute façon très Si, il y bientôt de aura l'Italie, parce l'Eurobasket. qu'il y a Dante Di Vincenzo qui vient Ah d'avoir oui, qui va jouer, t'as raison, sa qui va jouer avec naturalisation. Ouais. l'Italie. Tout à fait raison. De toute façon, on fera un point aussi à venir sur l'Eurobasket au courant du Ouais. mois d'août. On parlera de tout ça, on suivra tout ça sur la chaîne Basket Session hein, pendant l'été. On reste présent, donc n'hésitez pas à checker sur YouTube tous les jours les CQFR, tous les matins en semaine, même le samedi également. Et d'ailleurs, cet après-midi, vous retrouverez la deuxième partie du CQFR où l'on répond à vos questions. On avait enregistré une première partie qui a été diffusée samedi matin. La deuxième partie, c'est pour aujourd'hui. Allez, d'ici là, bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao.